justement, votre question, ça tombe bien parce que ça permet justement tout naturellement en fait d'introduire notre diététicienne Épiphanie qui va aussi probablement pouvoir répondre en partie à votre question sur l'alimentation en pleine conscience et les troubles du comportement alimentaire. Hein, parce que voilà, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et comme je le disais en préambule, il faut que ça reste un plaisir, hein, et qu'on sorte des régimes qui sont pesants et difficiles à tenir dans la durée. Hein, donc du coup, merci Patricia, et je vais laisser Épiphanie nous éclairer sur le sujet. Merci. Alors, je vais peut-être me représenter au cas où certaines personnes soient arrivées en cours de route. Donc, Épiphanie Turenne, je suis diététicienne. Et donc, je fais partie sur les cliniques de Kirozran et Grand Large d'une équipe de 3 diététiciennes. Et donc, aujourd'hui, je représente également mes collègues Julie Roland et Caroline Lotelin. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler aujourd'hui de la place de la diététique dans le cadre de l'obésité, en quoi consiste la prise en charge nutritionnelle en cas de surpoids ou d'obésité, quel est le rôle de la diététicienne spécifiquement dans le contexte qui nous réunit aujourd'hui, qui est la chirurgie bariatrique, et puis revenir rapidement sur les conseils principaux pour essayer de mieux s'alimenter. Donc, comme l'a dit le docteur Devaillé tout à l'heure, le surpoids et l'obésité sont des maladies qui sont complexes et qui sont caractérisées par un excès de masse grasse. Cet excès, c'est la forme sous laquelle se mettent en réserve les calories excédentaires. Alors, l'excédent de calories, il peut exister soit parce que les apports sont trop importants, soit parce que les dépenses ne le sont pas assez. Et en fait, dans la plupart des cas, on observe une association des deux phénomènes. Et donc, assez naturellement, la prise en charge du surpoids et de l'obésité, elle va reposer sur 2 choses, la diminution des apports alimentaires et l'augmentation des dépenses énergétiques. Après, il faut faire attention. Effectivement, c'est ça la base du traitement, mais ça ne doit pas être fait n'importe comment. Et surtout, c'est extrêmement important d'être accompagné quand on se lance dans cette démarche. Parce que souvent, quand on pense à diététique et obésité, on pense au régime amaigrissant, restrictif, avec une réduction drastique des apports alimentaires, voire une suppression d'aliments, de nombreux aliments, dans le cas de certains régimes. Et ça a été maintenant prouvé que ces régimes très restrictifs, dans la majorité des cas, ils sont inefficaces, voire ils sont dangereux pour la santé. Parce qu'en fait, ils vont conduire assez fréquemment à la réduction, à la fonte de la masse musculaire. Ils peuvent conduire à des troubles du comportement alimentaire dont on parlait à l'instant. Et ils vont conduire aussi à une diminution de ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie qu'utilise l'organisme au repos. Et finalement, comme à la fin du régime, on se retrouve avec un organisme qui brûle moins d'énergie, eh bien, on aura un risque de rentrer dans le cercle vicieux de la reprise de poids et de l'effet yo-yo. Donc finalement, après un régime très restrictif, comme l'organisme développe une résistance à la perte de poids, finalement, sur le long terme, plus on va faire de régimes restrictifs de ce type, et plus on va prendre du poids. Plus le risque est de reprendre, voire de reprendre plus que ce que l'on a perdu. Et donc, on voit la courbe de poids qui augmente au fur et à mesure des régimes. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en 2010 qui prouvait que dans le cadre de régimes restrictifs pratiqués sans accompagnement, 80% des personnes qui avaient fait ce type de régime avaient repris du poids au bout d'un an. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces échecs sont mauvais pour la santé et ont des conséquences également physiques. Les conséquences, également psychologiques, c'est-à-dire que l'échec d'un régime, ça peut entraîner aussi de la culpabilité, une perte de l'estime de soi, et donc ça va mettre en difficulté pour les prochaines tentatives de perte de poids. Et
il faut bien comprendre que ces échecs qui sont dus à la méthode. Ils ne sont pas dus à la personne qui va se dire « je manque de volonté, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû, etc. » C'est vraiment cette méthode de régime restrictif qui est un problème. Une des raisons pour lesquelles ces régimes échouent, c'est bien souvent qu'ils sont beaucoup trop contraignants. En fait, il n'est pas possible de les maintenir dans la durée. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de rééquilibrer son alimentation. Finalement, on ne va pas, sur une période donnée, restreindre beaucoup son alimentation en se disant bah, je vais perdre du poids et puis après je recommencerai à manger comme je le faisais auparavant. L'idée, c'est d'essayer de revoir son alimentation, mais de façon définitive, de prendre de nouvelles habitudes et de les garder, surtout. C'est important aussi, quand on cherche à perdre du poids, de ne pas essayer d'aller trop vite. Il vaut mieux perdre du poids doucement, mais sûrement, et on estime qu'une perte de poids de l'ordre d'1 à 2 kg par mois, c'est très bien. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, quand on est dans cette démarche de perte de poids, que l'obésité, c'est une maladie qui est multifactorielle. Et donc, effectivement, elle est basée sur un déséquilibre entre les apports en énergie et les dépenses. Donc, ça peut être dû à une alimentation déséquilibrée, mais pas uniquement. On l'a dit, ça peut être aussi dû à un défaut d'activité physique. Ça peut être dû à des problèmes, des difficultés psychologiques. Ça peut être dû aussi à des problèmes médicaux. Donc, c'est vraiment important de s'entourer de professionnels et de s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire quand on se lance dans cette démarche avec médecins, psychologues, éducateurs sportifs, kinés, diététiciens, diététiciennes. Voilà, lutter contre l'obésité, c'est un travail sur le long terme et c'est important d'être accompagné, d'être soutenu dans sa démarche. Alors après, quand malheureusement, parce que ça arrive, cette démarche médicale simplement ne suffit plus, alors on peut avoir recours à la chirurgie. Et là, nous, notre place de diététicienne, dans le parcours de chirurgie bariatrique du centre hospitalier privé de Brest, notre prise en charge nutritionnelle, elle est réalisée conjointement avec des médecins nutritionnistes et avec des endocrinologues. Nous, en tant que diététicienne, on intervient dès le début du parcours, puisqu'on intervient durant le séjour Botero pour réaliser une consultation individuelle. À ce moment-là, on évalue les habitudes alimentaires des patients et notre objectif sur cette consultation, c'est de les accompagner vers une alimentation plus équilibrée. Au-delà de ce que la personne mange, du contenu de son assiette, on va aussi s'intéresser à comment elle mange. Est-ce que c'est une personne qui mange seule, qui mange accompagnée? Est-ce qu'elle mange à table? Est-ce qu'elle mange plutôt dans son canapé? Est-ce qu'elle mange dans le calme, devant un écran? Est-ce qu'elle mange vite, lentement? Est-ce qu'il y a du plaisir en mangeant? Est-ce qu'au contraire, il y a plutôt de la culpabilité? Ces éléments-là, ils vont nous permettre de proposer des conseils personnalisés. Et en fin de consultation, on va inviter le patient à se fixer lui-même des objectifs et surtout à se fixer des objectifs simples et réalisables. Un petit peu comme le disait tout à l'heure Olivier sur la reprise de l'activité physique. C'est pas la peine de vouloir révolutionner toute son alimentation parce que ça, malheureusement, ça tient un mois, parfois 2, et après, on n'en peut plus. Donc, il vaut mieux y aller petit à petit. Après, on encourage aussi sur ce temps-là les patients à travailler sur les éventuels troubles du comportement alimentaire parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose que l'on peut observer. Et ça, c'est un travail à faire à la fois avec les diététiciennes, mais surtout avec la psychologue. Donc, on travaille en collaboration là-dessus. Et puis, on encourage aussi à reprendre l'activité physique qui souvent a été délaissée. Et pourtant, l'activité physique, c'est un des facteurs essentiels pour éviter la reprise de poids sur le long terme. Donc voilà, on va proposer au total 2 consultations sur cette phase de préparation avant l'intervention, des séances d'éducation thérapeutique comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, en parallèle, bien sûr, les patients continuent à être suivis de façon régulière par leur nutritionniste ou endocrinologue. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, Dr Gancel l'a expliqué, la chirurgie bariatrique, ça a une incidence
importante sur les capacités alimentaires des personnes opérées. C'est même l'objectif principal, c'est de réduire la taille de l'estomac. Alors c'est bien, c'est ce qui permet de perdre du poids, mais ça devient compliqué avec un estomac de petite taille de faire des repas équilibrés. Et donc la conséquence, c'est que l'alimentation va devoir être plus régulière, va devoir être fractionnée, donc on aura entre 6 et 8 petits repas à faire dans la journée pour réussir à couvrir un équilibre alimentaire. On aura des conséquences aussi sur les prises de boissons qui devront se faire en dehors des repas, et puis on va éviter certaines boissons comme les boissons gazeuses. On a des conséquences aussi sur les capacités de l'estomac à broyer les aliments, donc il va falloir majorer la mastication. Et puis, la dérivation intestinale, que l'on a vu tout à l'heure dans le cadre du bypass, peut être à l'origine de carences nutritionnelles. Donc ça appuie encore une fois l'importance de cet équilibre alimentaire et évidemment des suppléments vitaminiques à prendre à vie. Et donc nous, notre rôle, ça va être d'expliquer tout ça. Finalement, lorsque le dossier d'un patient est passé en commission et que l'indication à la chirurgie a été validée, eh bien nous, on va expliquer aux patients toutes les modalités de cette nouvelle alimentation, y compris les quelques semaines suivant l'intervention où il va falloir même adapter la texture de l'alimentation. Il y aura une phase liquide, une phase mixée, une phase hachée. Nous, notre rôle, voilà, ça va être d'accompagner les patients et sur toute cette phase préopératoire, donc d'où l'atelier dont on vous a parlé tout à l'heure, puis après on fait des consultations en post-opératoire. Et ensuite, ce sont les nutritionnistes et endocrinologues qui prennent le relais et qui suivront les patients à vie, au moins une fois par an. Alors après, voilà, je vous parle d'équilibre alimentaire. En quoi ça consiste de manger équilibré? Alors, on l'a dit, et je vais le répéter, manger équilibré, c'est manger de tout. Et aucun aliment ne devrait être interdit, sauf problème médical avéré. Hein, dans l'alimentation, finalement, tout est une question de fréquence de consommation plutôt que d'aliments à proprement parler. Pour améliorer la qualité de ces repas, il faut donc suivre des repères de consommation qui sont maintenant bien connus, mais que je vais vous rappeler aujourd'hui. Le plus connu d'entre tous, c'est 5 fruits et légumes par jour. Et ça, effectivement, c'est extrêmement important. Hein, les légumes, alors Nicolas Gouraud en a parlé tout à l'heure, il y a tout un tas de façons de les consommer. En tout cas, c'est important d'essayer d'en consommer de façon régulière parce qu'ils vont apporter des fibres, parce qu'ils vont apporter des vitamines. Dans la mesure du possible, on va essayer de les privilégier locaux, de saison, et pourquoi pas, quand on peut se le permettre, issus de l'agriculture biologique. Il va falloir essayer dans son alimentation aussi de trouver une place pour les féculents, qui idéalement sont à consommer à chaque repas en fonction de son appétit, parce que c'est la source d'énergie privilégiée de l'organisme. Alors les féculents, quand on dit féculents, on parle de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre. On parle aussi, et ce sont souvent des féculents qui sont oubliés, de légumineuses. D'ailleurs, les nouvelles recommandations conseillent de consommer des légumineuses au moins 2 fois par semaine, parce qu'elles sont sources de fibres et de minéraux. Dans ces repères de consommation, il y a également un mot sur les produits laitiers qu'il est conseillé de consommer 2 fois par jour, hein, source de calcium et de protéines. La viande, le poisson et les œufs sont à consommer 1 à 2 fois par jour parce qu'elles apportent du fer, des vitamines, des protéines. De plus en plus, on conseille d'introduire dans sa semaine un repas végétarien pour essayer de réduire un petit peu les apports de viande. Les Français ont tendance à consommer trop de viande. Et puis, il est également conseillé de privilégier le poisson, et notamment le poisson gras, 2 fois par semaine, parce qu'il va apporter des oméga 3 et que nous avons tendance à ne pas en manger suffisamment. Dans cet équilibre alimentaire, on va consommer également des matières grasses à chaque repas, parce qu'elles sont très importantes également. Par contre, on va essayer de limiter les matières grasses d'origine animale et de privilégier les matières grasses d'origine végétale, comme l'huile d'olive par exemple. Et puis, on peut apporter une attention particulière aux matières grasses qui sont riches en oméga 3, comme par exemple l'huile de colza et l'huile de noix, qu'il est intéressant d'introduire dans son alimentation.
Une recommandation qui est très connue aussi, c'est limiter les produits gras, salés et sucrés. Voilà, ce sont des produits qui peuvent être consommés évidemment pour le plaisir, mais qui, dans l'idéal, ne doivent pas faire partie de l'alimentation à chaque repas. Et globalement, il est intéressant de réduire tous les produits finalement transformés, tous les produits industriels, s'orienter majoritairement vers des produits bruts que l'on va préparer soi-même. Et puis dans cet équilibre alimentaire, il faut penser aussi aux boissons. Et là, les recommandations, elles sont de l'ordre d'1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Alors, eau ou équivalent, hein, on peut varier ces boissons avec des infusions, du thé, du café, de l'eau gazeuse, de l'eau claire. La consommation de boissons sucrées et d'alcool doit rester occasionnelle. Alors là, comme vous voyez sur la fiche qu'a affichée Angélique, on a un résumé de ces recommandations avec un point particulier qui a été apporté sur ces nouvelles recommandations sur la consommation de fibres, d'oméga 3, la diminution de la charcuterie, du sel et des produits sucrés, puisqu'on s'est aperçu que c'était les points sur lesquels les Français avaient encore besoin de s'améliorer. Ces nouvelles recommandations, elles intègrent aussi la notion de Nutri-Score. Ça, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Alors, qu'est-ce que c'est que le Nutri-Score? C'est un logo qui permet de synthétiser la qualité nutritionnelle d'un produit. Il va prendre en compte les nutriments et les aliments à favoriser, donc les fibres, les protéines, les fruits et légumes, et puis les nutriments à limiter, c'est-à-dire les calories globalement, les graisses saturées, le sucre et le sel. Donc, à partir de tous ces éléments-là, un score va être attribué allant de A à E, et les scores D et E sont les plus mauvais, et donc ils vont être à essayer de limiter au maximum. Après, il faut faire attention avec ce Nutri-Score. C'est quelque chose qui permet de comparer deux produits entre eux. Mais si on mange que des produits étiquetés A, ça ne garantit pas d'avoir une alimentation équilibrée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le Nutri-Score, la notion d'additif et de conservateur n'est pas prise en compte dans ce système de notation. Donc, on a bien affaire, dans le cas du Nutri-Score, malgré tout, à des produits industriels, à des produits transformés, dont la consommation, idéalement, est à limiter. Donc, vraiment, il faut l'utiliser comme un outil qui va permettre, dans le rayon du magasin, de choisir lequel des deux produits les plus intéressants, mais il ne faut pas oublier aussi de consommer des aliments bruts qui sont encore plus intéressants. Et un petit peu dans cette optique-là, pour améliorer globalement la qualité de ces repas, c'est ce que disait Nicolas Congo tout à l'heure, on va essayer de favoriser la cuisine maison. Alors, peut-être un désavantage qu'a eu le confinement, c'est que certains s'y sont mis un petit peu plus qu'avant. Et bien ça, c'est une habitude à garder, de cuisiner, d'anticiper ses menus aussi. C'est un bon moyen pour manger équilibré, c'est de planifier les choses sur la semaine. Et pour le faire, il existe des outils, notamment sur le site mangerbouger.fr. Il y a un outil qui s'appelle la fabrique à menu qui peut aider à planifier les choses sur la semaine pour garantir une alimentation équilibrée. Et là, je vais parler plutôt du qualitatif. Après, pour améliorer son alimentation, il faut aussi s'intéresser aux quantités. Parce que parfois, l'alimentation est parfaitement équilibrée. Pour autant, on ne perd pas de poids parce qu'on a tendance à manger plus que ce dont on a besoin. Et en fait, c'est là que l'on va introduire la notion de sensation alimentaire. Être à l'écoute de sa faim et de sa satiété, c'est finalement le meilleur moyen de savoir combien on a besoin de manger. Je rejoins tout à fait ce que disait Patricia tout à l'heure. Écouter son corps, c'est plutôt effectivement être dans le vrai. Et bien souvent, on a tendance, parce que nous vivons vite, à vouloir en faire toujours plus et à occulter un petit peu ces sensations alimentaires, à sacrifier le temps du repas
à manger vite, à manger parfois debout, à manger devant un écran, en faisant autre chose, en continuant à travailler. Et ça se solde par des quantités avalées qui sont trop importantes, puis par des difficultés à digérer aussi par la suite. Et donc, pour ne pas consommer plus que ce dont on a besoin, il faut penser à revoir finalement ses habitudes de vie, prendre le temps de manger, s'accorder ce temps-là, manger assis, à table, de préférence sans écran, essayer de prêter attention à ses ressentis au cours du repas. Et c'est là justement, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, que peut être intéressant de travailler sur le fait de manger en pleine conscience. Voilà, c'est qu'on va mieux ressentir ce qui se passe au moment du repas et donc être en mesure de savoir quand s'arrêter. Ce qui est intéressant aussi pour maîtriser ces quantités, et puis parce que ça aide à rallonger le temps du repas, c'est de bien prendre le temps de mastiquer. Hein, idéalement, un repas devrait durer au moins 30 minutes. On est souvent bien loin du compte. Donc voilà, ça ce sont finalement des conseils généraux qui vont permettre d'améliorer l'alimentation au quotidien. Après, ça a été dit plusieurs fois et je le répète, il ne faut pas oublier de se faire plaisir. Ça c'est extrêmement important et c'est le meilleur moyen pour garder ses bonnes habitudes dans la durée, le plaisir alimentaire. Alors évidemment, on ne conseille pas de grignoter. Hein, je serais une bien mauvaise diététicienne si je vous disais ça, mais ça peut arriver. Et si ça arrive, c'est important aussi de savoir déculpabiliser et d'apprécier le plaisir que l'on s'octroie. Hein, si on grignote, c'est parce qu'à un moment donné, on avait besoin de se faire plaisir peut-être. Et si on culpabilise tout au long du grignotage, le plaisir est ruiné. Donc pour le coup, ça n'a vraiment servi à rien. Donc pensez à maintenir le plaisir dans l'alimentation. Et donc voilà, en résumé, on tend vers les repas de consommation qui sont maintenant bien connus, on varie son alimentation, on se fait plaisir et on accorde du temps à son alimentation, que ce soit le temps de préparation ou le temps de consommation, c'est extrêmement important de s'autoriser à prendre ce temps-là et ne pas oublier que bien manger, c'est prendre soin de sa santé et ne pas hésiter à se faire accompagner par un professionnel de santé quand on se lance dans cette démarche.